Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la guerre en Ukraine alors que s'ouvre un second cycle de négociations à Abu Dhabi entre émissaires russes, ukrainiens, sous l'égide des États-Unis. Donald Trump veut que Poutine mette fin au conflit, a-t-il déclaré devant les journalistes hier. Emmanuel Macron a annoncé de son côté qu'un éventuel échange avec Vladimir Poutine se préparait. Mais les frappes russes sur Kiev dans la nuit de lundi à mardi ont été parmi les plus massives depuis le début de l'invasion en Ukraine. Conséquence, Volodymyr Zelensky a affirmé que la mission et la position de la délégation ukrainienne à Abu Dhabi seraient ajustées. La Russie a aussi menacé de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ces conditions. Les Américains disent à l'instant que les négociations étaient productives. Alors que peut-on en attendre finalement de ce nouveau cycle de négociations qui va se poursuivre demain à Abu Dhabi? Qui sont les protagonistes des discussions? Quel est l'impact des nouveaux bombardements russes sur les infrastructures en Ukraine? On va faire aussi un bilan de ces pratiquement 4 années de guerre. Ça sera 4 ans le 24 février prochain avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement et vous êtes également auteur du blog Ne pas subir. Bienvenue à vous. En face de vous, Valéria Faure-Muntian, bonsoir. Bonsoir. Ancienne députée présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Merci d'être là. Elena Voloshin est avec nous ce soir. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphane. Grand reporter à France 24, auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement, ouvrage pour lequel vous avez reçu le prix Albert Londres. Nous avons avec nous en direct d'Ukraine, il me semble que vous êtes à Lviv, Olivier Weber, grand reporter et écrivain. Oui. Auteur de Ma vie avec Gérard de Nerval, c'est aux éditions Gallimard. Vous êtes à Lviv et vous étiez à Kiev. Vous allez nous en parler. Avant de discuter, on fait un point en images avec Bilal Tarabeh. Même format, même équipe et même endroit. Américains, Russes et Ukrainiens réunis pour la seconde fois en 2 semaines à Abu Dhabi pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Contexte des 48 dernières heures, des frappes russes qui ne cessent pas sur des zones civiles, mais aussi des infrastructures énergétiques, et cette nouvelle injonction de Donald Trump à Vladimir Poutine. Oui, je veux qu'il mette fin à la guerre. Je lui ai parlé, je veux qu'il mette fin à la guerre. Ce mercredi, à la table des négociations, Roustem Oumerov pour l'Ukraine, ancien ministre de la Défense, réputé fin diplomate. Du côté russe, Igor Kostyukov, chef du renseignement militaire et par ailleurs sous sanctions occidentales. Et chargé de les mettre d'accord, les habituels émissaires spéciaux de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Le principal point de blocage, c'est le Donbass, les régions de Donetsk et Louhansk. La Russie veut les occuper en intégralité, tandis que l'Ukraine souhaite un arrêt des combats sur la ligne de front et la création d'une zone démilitarisée. Et l'heure tourne au désavantage de l'Ukraine, car la Russie continue de progresser sur le terrain. Et au rythme actuel, elle pourrait occuper tout le Donbass d'ici 1 an et demi, selon les calculs de l'agence France-Presse. Olivier Weber, puisque vous êtes depuis plusieurs jours en Ukraine, que dit-on de ces négociations sur place? On a vu donc qu'il y a 2 émissaires ukrainiens, Roustem Oumerov, dont on a vu la photo, mais il y a aussi Kirilo Boudanov, qui est le chef de cabinet de Zelensky, qui est un guerrier, 2 personnalités donc importantes dans le cadre de ces négociations. Oui, pardon, ça a été coupé. Oui, je crois comprendre la question. Et qu'est-ce qu'on dit? Bien, évidemment, il y a une lassitude de la population ukrainienne au moment où on arrive, évidemment, à ce terme des 4 ans de guerre. Mais en tout cas, il y a un grand courage, autant de la part des militaires que de la part de la société civile, les civils qu'on peut voir, les civils qui sont impliqués, évidemment, dans le soutien, c'est-à-dire l'arrière, comme on disait au temps de 14-18, l'arrière tiendra. Et il y a un formidable engouement, il y a un élan toujours pour aider ces militaires. Donc, il n'y a pas d'illusion. On sait très bien, évidemment, que les Russes maximalisent leur position en demandant, évidemment, aux Ukrainiens d'abandonner le Donbass, ce qui est totalement inacceptable. Ce que disent les Ukrainiens, c'est que, grosso modo, on nous offre la
capitulation rase campagne. Et puis deuxièmement, ce qu'on veut, nous, les Ukrainiens, me disent-ils, ce sont des conditions de sécurité, donc en fait des forces étrangères, des observateurs européens ou d'ailleurs, pour pouvoir garantir un cessez-le-feu. Donc il y a à la fois une fatigue, une lassitude, parce que vous savez, ici il fait -5, -10, -20, ça dépend où on va en Ukraine. Les structures énergétiques sont frappées, les structures hospitalières également sont frappées. J'étais tout à l'heure encore avec des médecins, et des médecins d'ailleurs français de l'association Douleurs sans frontières, qui me disent, ben voilà, les hôpitaux sont visés. On me dit il y a quelques jours que 2000 structures de santé au total ont été visées depuis le début de la guerre. C'est-à-dire des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des centres de stabilisation, les stabnets, comme on dit, ou les stabpunkt pratiquement sur le front. Et c'est délibéré à 98%. Ces hôpitaux, ces cliniques sont visés, y compris d'ailleurs un hôpital pédiatrique dans l'est de l'Ukraine. Donc malgré cela, il y a un grand courage de la part des Ukrainiens qui veulent absolument continuer le combat. Surtout, ils savent qu'ils sont le dos au mur et ils n'ont pas beaucoup d'illusions par rapport au sort de ces négociations à Abu Dhabi. Pas beaucoup d'illusions, Guillaume Ancel. On va revenir justement à ces protagonistes. Donc Igor Kostyukov, qu'on a vu, c'est l'émissaire russe. Lui, il est placé sur la liste des sanctions occidentales. C'est donc l'émissaire du Kremlin à Abu Dhabi. C'est l'homme de la force de sécurité. C'est un dur, lui. Et en face de lui, il y a donc 2 Ukrainiens, dont le chef de cabinet de Zelensky. Et donc, du côté américain, Steve Witkoff et Jared Kushner. Voilà pour placer un peu les personnages de ce qui se passe à Abu Dhabi dans ces négociations diplomatiques. Ce qui est impressionnant, c'est que du côté russe, c'est vraiment l'homme. Alors quand on dit qu'il dirige le renseignement militaire, il faut avoir conscience que ce n'est pas que du renseignement, c'est surtout les actions spéciales qui sont menées par la Russie, les assassinats à l'étranger, etc. Donc c'est un dur de dur. Ça fait partie des gens qui permettent à Vladimir Poutine de maintenir son pouvoir, y compris contre d'éventuelles oppositions intérieures. Du côté ukrainien, on voit qu'ils sont nettement plus politiques, et qu'ils ont une vision sur qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table et surtout comment on peut organiser la fin de la guerre. Et puis du côté américain, tout le monde a quand même été un peu surpris au départ. Je rappelle que Steve Witkoff, c'est un promoteur immobilier. Il arrive d'Israël en plus, il a le dossier et du Moyen-Orient et l'Ukraine. C'est un jeune homme d'affaires dont la principale coche sur son CV, c'est d'être le gendre de Donald Trump. Donc tout ça fait un assemblage assez hétéroclite. La réalité, c'est que la guerre en Ukraine est dans une impasse militaire. C'est-à-dire que depuis 2023, les Ukrainiens ont compris qu'ils n'arriveraient pas à faire reculer les Russes. Ils n'arrivent pas non plus à les stopper. Ils arrivent juste à les freiner. Et du côté russe, ils avancent tellement lentement que rien que pour les 5600 km qui leur manquent aujourd'hui dans la région de Donetsk pour conquérir le Donbass, il leur faudrait 2 à 3 ans. Une année de guerre, je rappelle, ça fait... Du côté ukrainien, ça fait de l'ordre de 100 000 morts. Du côté russe, ça fait 200 000 morts. Ça fait 100 milliards d'euros de dégâts. Donc voilà, la question qui est sur la table, c'est est-ce qu'on continue la guerre pendant 3 ans et derrière, on sait que ça fait des centaines de milliers de morts supplémentaires, ou est-ce qu'on arrête là alors que les Ukrainiens sont battus pendant 4 ans pour que justement les Russes ne prennent pas cette partie? Donc c'est quelque chose de très difficile et je pense que le président Zelensky a surtout conscience aujourd'hui qu'en fait, il n'a pas le choix. Vous pensez cela, qu'il n'a pas le choix, Valeria Faure-Muntian? Zelensky sur X dit le travail des négociateurs à Abu Dhabi sera corrigé après justement les frappes massives russes sur Kiev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fatigué des discussions vides de sens, finalement. Il est poussé très fortement par Trump avec des menaces assez régulières sur le fait de couper les vivres, couper les renseignements, et puis de l'humiliation même publique. On se souvient de cet épisode dans le bureau ovale qui était totalement atroce à l'égard du président Zelensky, mais en fait derrière, à l'égard du pays et de son peuple tout entier. Et donc aujourd'hui, on voit que même si les rendez-vous sont fixés et sont très denses en termes de rapidité, que les personnes les plus décisionnaires, en tout cas, sont envoyées, malgré ça, juste la veille, il y a une démonstration de force de la part de la Russie, des déclarations aussi que les Russes ne céderont rien tant que les Ukrainiens ne plieront pas, et les exigences russes qui restent encore une fois absolument aberrantes. C'est la question territoriale à chaque fois. Les Russes, Poutine ne réclame pas uniquement ce qui a été acquis et que la communauté internationale le reconnaisse. Il réclame ce qu'il n'a pas et ne pourra pas l'obtenir à moins d'un effort de milliards d'euros et de centaines de morts parce qu'il est incapable de prendre la totalité du territoire. Et donc céder, c'est abandonner tous les efforts qui ont été faits. Et face à son peuple, pour Zelensky, c'est extrêmement complexe. Donc d'un côté, il a la pression
de l'Occident, enfin en tout cas des États-Unis, parce que l'Europe le soutient, il voit bien qu'il y a aussi des difficultés parce que les missiles antiaériens ne sont pas là et donc de plus en plus de missiles tombent sur le territoire ukrainien, contrairement à avant quand ils avaient suffisamment de dispositifs pour se défendre et que face à son peuple, il ne peut pas non plus abandonner, face à ces populations, cette jeunesse perdue, ces mutilés qui reviennent de guerre, comment il peut les regarder en face en disant non seulement on va donner ce qu'on n'a pas réussi à conserver, mais on va donner plus. Il n'est pas question, Valérie Mounitian, de justement céder une partie de ces territoires que demandent les Russes. Encore une fois, ça dépend ukrainien. les contreparties et en termes de sécurité et de reconstruction. À un moment donné, Zelensky doit présenter à son peuple un contrat au moins win-win, voire que l'Ukraine a gagné quelque chose. Et l'Ukraine gagnerait quelque chose à condition qu'il y ait une certitude de sécurité à long terme, donc pas de conflit gelé, et on se retrouve dans la même situation que post-2014. Et les garanties de sécurité. Et surtout des moyens de reconstruction que la Russie payera pour pouvoir justement dire demain, vous les Ukrainiens, vous aurez des emplois, vous aurez des infrastructures, et je m'engage là-dedans, quoi. Est-ce que justement c'est une impasse, ce à quoi on assiste, Elena Voloshin? On sait qu'il y a la problématique, le problème de la question des territoires, puisque la Russie revendique ces régions et exige le retrait des Ukrainiens, y compris de la partie de ces régions de l'Est qu'elle n'a pas conquise, qu'elle n'occupe pas. Et il y a aussi la question des garanties de sécurité. C'est un peu les deux points d'achoppement. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que les Américains peuvent faire suffisamment pression sur les Russes pour qu'ils cèdent aux Ukrainiens? Est-ce qu'ils vont faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils cèdent aux Russes? Mais le fait est que les Américains ne font à aucun moment, depuis le début de ces négociations, depuis que Donald Trump est au pouvoir, en fait, il y a un peu plus d'un an, ils ne font aucunement pression sur les Russes de quelque façon que ce soit, et il n'y en a pas même l'intention. La seule pression qui est exercée, c'est celle sur les Ukrainiens, celle de, comme dit Donald Trump, échanger entre guillemets des territoires, ce qui revient en fait à une cession de territoire, puisqu'il devrait laisser le Donbass pour récupérer d'autres territoires que la Russie a elle-même envahis. Ensuite, en fait, vous me demandez si c'est une impasse, mais c'est autant une impasse qu'il serait possible d'envisager qu'on peut négocier quelque chose avec un Vladimir Poutine qui en fait est dans une stratégie en Ukraine de state change, de régime change. Il le dit, il veut que le pouvoir de Volodymyr Zelensky tombe. Non, il veut non seulement des concessions territoriales de la part de l'Ukraine, il veut non seulement une démilitarisation du pays, c'est-à-dire une réduction de ses forces armées, mais il veut aussi un changement de la Constitution. Volodymyr Zelensky le rappelle, il ne peut pas faire de concessions territoriales s'il ne change pas la Constitution. Donc en fait, Vladimir Poutine veut démanteler l'Ukraine, il veut un démantèlement de ce pays. Donc évidemment que c'est une impasse, puisque lui, il ira jusqu'au bout de ses buts de guerre. Il n'arrête pas de dire que les causes profondes, entre guillemets, du conflit doivent être éradiquées. Ces causes profondes, c'est un pouvoir pro-européen à Kiev qui veut une intégration européenne, qui veut toujours l'intégration à l'OTAN. Ça fait l'objet de négociations. Il y a toutes les questions de l'impunité pour les criminels de guerre. Il y a toutes ces questions-là qui sont en fait aujourd'hui toujours sur la table. Donc en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que Volodymyr Zelensky Elena Voloshin, pourquoi est-ce que les Russes sont assis avec les Ukrainiens et les Américains dans ce cas, si finalement, de toute façon... Mais ils l'ont toujours fait, même pendant la première guerre d'Ukraine, il y avait les négociations de Minsk, et ils étaient toujours assis à la table des négociations parce qu'ils doivent envoyer à Trump des gages de bonne volonté, comme quoi Vladimir Poutine, c'est un faiseur de paix dans le récit national, autant dans son pays qu'à l'étranger. Et vous vous souvenez de ce sommet en Alaska, lorsque Donald Trump et Vladimir Poutine étaient assis en dessous d'un écriteau, sommet pour la paix. Donc si vous voulez, Vladimir Poutine, il est toujours, et il a toujours été dans tous les conflits qu'il a menés, en train d'envoyer une posture de négociateur, de médiateur dans un conflit auquel il participait. Pour vous, il montre que ce sont les autres en face qui ne veulent pas de la paix et pas lui qui veut la guerre. Un mot, justement, je vous ferai réagir juste après Guillaume Ancel, parce qu'on me dit qu'Olivier Weber doit partir assez vite. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Weber, avec ce qu'Elena Voloshin a dit? Est-ce que d'abord, ça paraît mal engagé, ces négociations? Est-ce que la Russie, qu'est-ce qui pourrait pousser les Russes à accepter un cessez-le-feu, par exemple? C'est envisageable ou pas du tout? C'est que le rapport de force. Mais vous savez, une négociation, c'est souvent, comment dirais-je, un affichage de façade. On essaie de montrer qu'on négocie. Et donc, les Russes sont jusqu'au boutistes, puisqu'il y a cette exigence d'abandonner, donc d'une reddition, grosso modo, d'une capitulation en race campagne en donnant les 6000 km² qui restent du Donbass non occupés, ce qui est franchement inacceptable pour les Ukrainiens. Ni politiquement c'est possible, ni constitutionnellement, et encore moins dans les réactions de la population qui vous disent « mais écoutez, on se bat depuis 4 ans, on a tous perdu un membre de la famille ou le membre le plus proche de la famille, sans compter les blessés, les amputés qui sont
les joncs, c'est ce qu'on voit ici dans les hôpitaux en Ukraine. Donc il y a cette ambiguïté et ce côté paradoxal du côté ukrainien. Nous sommes fatigués, certes, mais nous sommes prêts à continuer. Après, il y a le côté transactionnel qui est mis en avant du côté américain et le côté relationnel. Quand Trump dit je vais faire la paix, je vais appeler mon ami Poutine et je vais demander à Zelensky d'arrêter les combats, etc., on sait bien sûr que c'est évidemment là aussi un discours de façade, que ce n'est pas recevable du côté ukrainien. Après, et c'est un paradoxe qui est un autre paradoxe, c'est qu'en fait les Russes et les Ukrainiens jouent le temps, en fait. Les Russes savent très bien qu'on peut dépasser, évidemment, comment dirais-je, l'oukase, la limite américaine, et que là, évidemment, le temps peut favoriser le grignotage, on va dire, ces 480 km² encore acquis au mois de janvier, beaucoup plus qu'en décembre, mais à quel prix militairement? Quand vous citiez les chiffres tout à l'heure d'1 800 000 pertes au total, donc les blessés, les morts, les disparus, donc 2/3 côté russe et 1/3 côté ukrainien, c'est-à-dire que quand on est défenseur ukrainien dans une tranchée, surtout dans une ville comme Prokhovsk et autres, enfin ce qui reste de Prokhovsk ou d'autres villes, eh bien évidemment il faut 3 assaillants du côté russe pour attaquer les Ukrainiens qui eux sont quand même bien retranchés, bien protégés avec des structures de défense élaborées. Donc ils savent, les Ukrainiens, qu'ils peuvent résister parce que les assauts évidemment sont très coûteux du côté russe, et même ce calcul qui est fait par le ministre de la Défense et même l'un des conseillers de Zelensky qui disent grosso modo ce qu'il faut c'est qu'on dépasse les 50 000 ou les 45 000 morts du côté russe chaque mois parce qu'eux ne peuvent pas recruter plus que 35 000 à 40 000 soldats chaque mois. Donc cela veut dire qu'il y aura un non-renouvellement. Mais cela dit, évidemment, quand on regarde ces 600 000 morts et blessés et disparus côté ukrainien, c'est beaucoup pour une nation ukrainienne qui compte 38 millions d'habitants et peut-être moins. Donc c'est 4 fois moins que du côté russe. Donc il y a du courage. Il y a cette volonté d'afficher aussi la diplomatie à Abu Dhabi et ailleurs. Et je crois que Zelensky n'a pas le choix que de pouvoir répondre favorablement à ces négociations de paix, entre guillemets, instillées plutôt par les Américains. Mais il n'y a pas d'illusion ici en Ukraine, ni du côté politique, ni du côté militaire, et encore moins du côté des civils. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'illusion, ça veut dire la guerre continue. Il n'y a pas d'illusion. La guerre continue absolument et les Ukrainiens veulent tenir au moins jusqu'au printemps. Ils résistent là, il y avait beaucoup de courage dans les tranchées, il fait moins 15, moins 20 degrés. Alors il y a du chauffage, mais pas tout le temps. Donc là encore, il y a beaucoup de moyens qui sont dédiés aux lignes de front de la part de l'arrière, de l'armée bien sûr, mais aussi de la part des civils. Et là, on veut avoir le moral haut. Ce n'est pas évident toujours, parce qu'on sait que les populations civiles souffrent avec les structures énergétiques et hospitalières, encore une fois, qui sont visées. Mais en tout cas, il faut gagner du temps, comme disent les Ukrainiens, et attendre au moins la sortie de l'hiver. Guillaume Ancel, est-ce que chacun joue la montre finalement, et les Ukrainiens et les Russes, mais avec des objectifs différents? Qu'est-ce qui pourrait pousser les Russes à accepter un cessez-le-feu? Vous avez peut-être une autre analyse? Oui, un peu différente. Parce que je pense qu'on est tous excédés par le cirque de Donald Trump qui s'annonce tous les jours comme un fantastique négociateur, etc. La réalité, c'est que les négociations... Il va obtenir la paix. Les négociations ont réellement avancé. En fait, elles ont réellement avancé d'abord parce que les Ukrainiens et les Russes se parlent directement, ce qui n'est pas qu'un signe, c'est pas qu'un symbole. Enfin, ils sont à 3 là, c'est ça? Oui, il y a les Américains avec, mais jusqu'ici, c'était impossible pour eux de dire on va discuter directement. À Abu Dhabi, hier et encore demain, ils seront face à face avec les Américains au milieu, mais ils se parlent. Pourquoi ils se parlent? Parce qu'en fait, à Anchorage, en Alaska, en août dernier, Trump et Poutine ont dealé sur le sujet. Et on l'oublie souvent, mais en fait, les Russes estiment qu'ils ont fait 2 concessions majeures, sur lesquelles ils ne reviendront pas. Ils renoncent à conquérir l'Ukraine, alors que c'était leur objectif initial. C'est vraiment de prendre l'Ukraine, de dénazifier, ce qui était ridicule, mais ils voulaient contrôler l'Ukraine. Et leur deuxième... On vous laisse partir, pardonnez-moi, Olivier Weber, je savais que... Merci. Bon retour. Salut Olivier. Merci. Merci. Et leur deuxième objectif, c'était d'empêcher, bien sûr, des pays occidentaux de pouvoir intervenir en Ukraine. Or, sur ces 2 sujets, ils ont accepté de se limiter au Donbass, ce qui est, je rappelle que le Donbass, c'est 15% en réalité de l'Ukraine. Ils gardent la Crimée, ça fera 20% au total. Et puis surtout, ils ont dealé avec Trump sur le fait que, oui, il pourra y avoir des forces militaires occidentales qui stationneront dans l'Ukraine libre, tout en disant c'est scandaleux, c'est horrible, mais ils ne s'y opposeront pas. Ils s'opposent pour l'instant aux garanties de sécurité que sont. En fait, il s'y oppose facialement pendant la négociation, mais il a donné son accord derrière. Par contre, ce qu'il exige en contrepartie, c'est d'avoir la totalité du Donbass. Pourquoi? Parce qu'en fait, Poutine veut faire croire à sa propre société qu'il a remporté une victoire. Il faut qu'il justifie les morts et ce que ça a coûté à la société russe. Et donc, il veut montrer qu'il a été jusqu'au bout et qu'il a conquis le Donbass. En réalité, aujourd'hui, on bute sur le Donbass. Et moi, j'ai une autre
source sur le sujet qui me dit que, en fait, le président Zelensky, il est prêt à lâcher le Donbass, mais qu'il ne sait pas comment il va l'expliquer à la société ukrainienne parce qu'il sait qu'il y laissera sa tête. On est dans cette situation paradoxale où, en fait, les Ukrainiens veulent que la guerre s'arrête, mais ils ne sont pas prêts à faire une concession dans leur cœur, parce qu'ils sont battus pendant 4 ans pour que ça n'arrive pas. Et en fait, aujourd'hui, pour que ça arrive, la fin de la guerre, il faut qu'ils cèdent, sachant que la fin de la guerre n'équivaut pas à la paix. Non, je rappelle juste la situation de Gaza. C'est un conflit gelé, en fait. C'est ça un peu l'enjeu. Un conflit gelé, non. Il y a un accord de fin de guerre qui est prêt. Il est sur la table. C'est de ça dont discutent les Américains, les Ukrainiens et les Russes. C'est-à-dire que tout est prêt, sauf la concession du Donbass. Et c'est là-dessus qu'on peut très bien déboucher assez rapidement, ou au contraire, enliser définitivement ces discussions. Valéria Faure-Muntian, les Ukrainiens seraient prêts, parce que bon, tout est en discussion, mais est-ce qu'ils seraient prêts à lâcher ces parties du territoire de l'Est, donc du Donbass, non occupées aujourd'hui par les Russes ? Alors moi j'ai du mal à entendre que Zelensky refuse de lâcher le Donbass pour des intérêts personnels parce qu'il laissera sa tête. Je trouve que c'est un peu un raccourci qui donne pas, qui ne donne pas une belle image de l'Ukraine. En l'occurrence, comme je vous ai expliqué au début de l'émission, donner un territoire qui n'a pas été conquis et qui a été plutôt bien défendu parce que finalement il n'y a pas eu tant de progression que ça, effectivement c'est très compliqué. Mais il y a 20 points qui discutent aujourd'hui. En tout cas, ce qu'ils ont discuté en janvier et aujourd'hui, c'est un plan en 20 points. Il comporte non seulement les questions territoriales, on reste dessus, mais objectivement... Parce que c'est ça le vrai point d'achoppement. Non, ce n'est pas un vrai point d'achoppement. Finalement, le territoire, l'Ukraine restera sur ses positions de l'intégrité territoriale et les Russes diront, de toute façon, nous, le Donbass, on l'a déjà inscrit dans notre constitution comme un territoire russe bien avant d'avoir attaqué le territoire ukrainien. Donc, ils finiront par se mettre d'accord sur le territoire. Les enjeux, encore une fois, pour l'Ukraine, c'est les enjeux de sécurité. Pour Poutine, c'est de montrer qu'effectivement, il y a des gains de guerre et que le temps ou en tout cas l'Occident recule par rapport à ses frontières, parce que c'était ça hein, la raison principale initiale de l'invasion. Après, il y a eu les nazis et tout un tas de narratifs absolument ubuesques. Et puis, il y a le sujet des terres rares, des pipelines pétrole et tous ces sujets-là qui sont en train de... Jared Kushner. Kushner, quand il a apparu... Ça sont les intérêts économiques qui intéressent les Américains. Dans les discussions avec Witkoff, c'est devenu une affaire de business. Il n'était pas là. Witkoff faisait le passe-plat des différentes demandes sur le territoire, évidemment, et sur beaucoup de choses. Mais depuis que Jared Kushner est apparu, ça parle beaucoup plus de l'économie. Souvenez-vous, hein, dans les 28 points du premier plan, il y avait 15 points qui concernaient uniquement les intérêts que les États-Unis vont tirer de cette fin de conflit. Donc, au-delà de la question territoriale qui nous préoccupe tous et qui préoccupe évidemment les Ukrainiens, et les garanties de sécurité, il y a les vraies questions derrière, c'est-à-dire à long terme, comment on fait pour que ça ne recommence pas et comment on fait pour garantir à l'Ukraine la sécurité par des investissements américains, par la présence des militaires occidentaux, donc britanniques, français et toute la coalition qui s'était mise en place. Voilà. Et ça, pour le coup, contrairement à il y a quelques mois encore, voire quelques semaines où le Kremlin hurlait que c'était hors de question, là, on ne les entend plus. Quand on leur pose la question, ils ne répondent pas, ni oui ni non, sur la présence des Occidentaux hors OTAN sur le territoire ukrainien. Elena Voloshin, donc en tout cas, il y a des marges de Moi, j'entends discussion. de nouveau aujourd'hui, à l'heure où les négociations n'avancent pas, mais ont l'air d'avancer, il faut bien être précautionneux, ont l'air d'avancer. La Russie aurait accepté ceci, la Russie aurait accepté cela, la Russie n'a rien accepté du tout. Ce que veulent croire les Occidentaux des concessions que fait la Russie, ce n'est pas du tout ce qui est réellement la stratégie russe. Vladimir Poutine n'a pas accepté de faire des concessions sur le Donbass, il a été forcé de renoncer à son plan d'invasion de l'Ukraine totale, déjà dès 2022, dès le début en fait de l'invasion, parce que son armée n'avait simplement pas réussi à percer vers Kiev. Les buts de guerre, je le répète, restent les mêmes. Il veut un changement de pouvoir de l'Ukraine et un démantèlement du pays. Il n'a renoncé à rien du tout. Ils le disent dans le texte. Il joue effectivement la montre parce qu'il est aussi dans une stratégie. Il attend en fait que les démocraties européennes basculent, qui sont en train de soutenir aujourd'hui l'Ukraine, que tout ça s'arrête et qu'ils puissent tout simplement repartir de
plus belle sur ces buts de guerre. Les Russes le disent tous les jours. Il faut entendre ce que disent les Russes. On peut aujourd'hui combien de mois oui, peuvent-ils ils se parlent. tenir? Effectivement, C'est ça, en fait, effectivement ils Elena. se parlent. C'est une réalité, mais vous me posiez la question tout à l'heure et j'y ai répondu. Les Russes jouent la montre et montrent un effort de négociation. En réalité, les buts de guerre n'ont pas changé. Effectivement, on peut arriver à un certain point à un accord de cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire que nous, qui sommes lassés de cette guerre en Occident et qu'on a envie de dire ouf, la guerre d'Ukraine est arrêtée, ça ne veut pas dire qu'il faut être dupe comme on a pu l'être par le passé en se disant c'est bon, Vladimir Poutine a atteint ce qu'il voulait, il va plus faire la guerre à personne et la Russie va continuer d'exister telle qu'elle est, elle attaquera plus l'Ukraine, etc. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et si on est dans cette vision-là, on se trompe d'emblée et on va droit dans le mur. Guillaume Ancel. Pardon, Un mais- think tank, on parlait justement des victimes. Il y a un think tank américain, le CSIS, qui évalue, lui, à 1 250 000 victimes russes quand on met les morts, les blessés ou les disparus en 4 ans. Alors, on ne peut pas le vérifier et c'est qualifié de fantaisiste par les Russes. Mais par exemple, ça serait réaliste, un tel chiffre, c'est-à-dire c'est plus de victimes que toutes les guerres russes et soviétiques depuis 1945. 2 fois plus d'ailleurs du côté russe que du côté ukrainien. Donc, et puis, il y a aussi l'économie russe qui, manifestement, a affiché un taux de croissance, ça a été dit par Vladimir Poutine, de 1%. Donc, elle ralentit aussi. Est-ce qu'il y aurait un intérêt russe, tout de même, de négocier, de parvenir, en tout cas, à une négociation, Pardon, un résultat? Pardon de m'ancrer sur conviction, mais cette guerre militaire est une impasse. D'accord, ça fait 4 ans qu'elle dure. Et que, Donc, la en guerre gros, militaire est une impasse et les négociations sont une impasse. Chaque année, il faut retenir à peu près, c'est un ordre de grandeur, parce que les chiffres sont complètement secrets. En réalité, il y a de l'ordre de 100 000 morts du côté ukrainien, il y a de l'ordre de 200 000 morts du côté russe. Il faut multiplier par 3 pour avoir le nombre de blessés. Ça donne une idée de ce que ça représente en termes de dégâts. Pardon, mais les Ukrainiens sont essorés par cette guerre. Et ils essayent de préserver leur jeunesse, mais ils savent qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Et les Russes sont ruinés par cette guerre. D'autant plus que cette année, ils ont perdu la moitié de leurs gains pétroliers parce qu'effectivement, il y a des sanctions et puis surtout, il y a la baisse du prix du pétrole qui fait que pour la Russie, il y a une source de financement très importante qui est arrivée. C'est pour ça que les deux parties ont intérêt à stopper la guerre. Comme le dit très bien Léna, ça ne dit rien de la suite. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un accord de fin de guerre, moi je pense qu'il arrivera dans les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire que ce sera la paix. Pardon, j'ai toujours été optimiste, oui. Ce qui me permet de survivre. Ça ne veut pas dire que plus tard, la Russie ne remettra pas le couvert parce qu'effectivement, elle ne risque pas de renoncer. On sait que Poutine n'a pas de marche arrière. Par contre, là, les Ukrainiens, ils butent sur quelque chose qui a basculé cette année à cause de Donald Trump. C'est que jusqu'ici, c'est l'aide américaine qui était cruciale et l'aide européenne, était un peu secondaire. Les Américains se sont retirés. Il faut quand même imaginer qu'on est passé de dizaines de milliards de dollars d'aide à l'Ukraine en 2026, le budget qui est prévu par les Américains, c'est 400 millions de dollars. C'est-à-dire rien pour les Ukrainiens. Qui payent? Les Européens. Mais les Européens n'ont pas les moyens qu'ont les Américains et ils ne savent pas produire des armements de pointe et en masse comme le font les Américains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le renseignement reste américain aussi. Les Ukrainiens sont sous le joug du système de renseignement qui est exclusivement américain. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens n'ont jamais été surpris en 4 années de guerre? Parce que les Américains leur ont dit en permanence, pratiquement avec 3 semaines d'avance, qu'est-ce qui allait se passer. Les Européens ne savent pas faire ça. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de missiles qui atteignent l'Ukraine? Parce qu'il n'y a plus assez de missiles patriotes. Parce que les Américains ont décidé de ne pas fournir les stocks qu'ils ont de missiles patriotes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, le président Zelensky est obligé de lâcher et que ça fait plusieurs mois qu'il essaye de résister aux bras qu'on lui tord dans le dos, sauf que là, il est arrivé au bout de la course et que les Européens n'ont pas réussi à justifier du fait qu'ils allaient prendre le relais. On va regarder justement ce sujet de Noémie Roche parce qu'au moment où les négociations se sont ouvertes, littéralement une journée, la nuit de lundi à mardi, il y a eu les frappes les plus massives russes, les plus massives depuis le début de la guerre. Elles ont privé les Ukrainiens d'électricité, de chauffage, alors que les températures, Olivier Weber le disait, sont en dessous de 20 degrés. On fait un point en images. La main sur sa poussette, Yulia fait la queue par moins 10 degrés. Avec son fils de 18 mois. Bien emmitouflée, cette mère de 2 enfants est venue chercher leur seul repas chaud quotidien. La journée, il n'y a pas d'électricité, donc il est impossible de préparer à manger pour les enfants. C'est la même chose pour tout le monde. Yulia vit dans l'un des quartiers les plus touchés de Kiev depuis le début de la guerre, il y a bientôt 4 ans. À cause des frappes russes qui s'enchaînent sur les infrastructures énergétiques, elle a du chauffage par intermittence chez elle
alors que le pays vit son hiver le plus rude depuis 1942. Même lorsque notre immeuble est chauffé, quand je me réveille le matin, il fait 10 ou 12 degrés dans l'appartement. Et je vois de la glace sur les rebords de la fenêtre. Une situation d'autant plus difficile pour Yulia que son mari est absent depuis des mois. Au combat dans l'est du pays, il n'a vu son plus jeune fils que 2 fois depuis sa naissance. Pour Yulia, la vie se résume donc à s'éclairer, se réchauffer et se nourrir. Malgré tout, elle tente de garder une routine avec ses 2 fils. Le matin, on se lève et on sort avec le petit parce qu'il a besoin d'air frais. On va dehors faire les courses et ensuite on remonte au 6e étage par les escaliers. Puis on ressort pour une promenade et on rentre à la maison. Dans les escaliers, son bébé a appris à tenir la lampe torche, tandis qu'elle monte péniblement les 6 étages jusqu'à leur appartement. Une fois chez eux, il faut encore isoler les murs avec de la mousse pour conserver un minimum de chaleur. Une histoire à la lueur d'une lampe à pile, et c'est blotti l'un contre l'autre que les enfants vont se coucher avant une nouvelle journée d'hiver dans la guerre. L'hiver est rude pour les Ukrainiens avec ces bombardements. Bombardements qui ont eu lieu littéralement 24 heures avant les discussions. Donc les Russes ne lâchent rien. Enfin, c'était les pires bombardements depuis le début de l'invasion, de l'Ukraine, il y a 4 ans, enfin pratiquement 4 ans maintenant. Ça fait des mois que ça dure. Effectivement, l'hiver cette année est particulièrement difficile. Chaque année, l'hiver en Ukraine c'est pas l'hiver à Paris. Hein, donc, mais là, on parle de moins 20, sans chauffage, et là, sans depuis, comme disait votre collègue, depuis 42, hein, donc 1942, c'est le pire hiver. Donc, effectivement, il fait extrêmement froid. La difficulté aussi, c'est que les infrastructures énergétiques qui ont été touchés ont engendré des réactions en chaîne. C'est-à-dire que d'une part, les bâtiments ne peuvent plus être chauffés ou peuvent être chauffés par intermittence, mais ceux qui ne peuvent plus être chauffés, les canalisations ont rompu complètement. C'est-à-dire que ce n'est même pas réparable. De la glace et de l'eau tombent des murs et des plafonds. Donc du coup, les bâtiments sont plus du tout habitables. Pour cette dame, enfin, c'est presque, elle a de la chance parce que de temps en temps, elle a du chauffage et son infrastructure, elle est viable. Mais il y a énormément de bâtiments complètement perdus du fait que ça a inondé, les canalisations ont explosé du fait du gel parce qu'il n'y avait pas le maintien de minimum de chaud dans les tuyaux, quoi. Et donc, justement, quand ils voient ces négociations, c'est un petit peu ce que disait Olivier Weber, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ne lâchent rien malgré tout. Ils ne lâchent rien. Ils savent que l'hiver va être ils ont très, tellement très l'habitude. Et c'est pour ça, si vous voulez, dire que les Ukrainiens sont à bout et que les Russes sont à bout, c'est complètement méconnaître ces pays, c'est complètement méconnaître leur culture. Ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout comme ils ont fait. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi, Valéria Muntean ? Ça veut dire... C'est-à-dire qu'ils ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu les minima de garantie qu'ils souhaitent obtenir ou des résultats qui correspondent aux exigences du pays, de la population et ainsi de suite. Donc garantie de sécurité. Et ils peuvent arrêter de manger, ils peuvent arrêter de se loger, ils peuvent arrêter de vivre dans le froid, les Ukrainiens, comme les Russes d'ailleurs, pour aller jusqu'à obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Et la problématique, c'est que leurs exigences sont totalement opposées. Et donc, c'est 2 peuples qui ont la même force, si vous voulez, qui sont en train de s'entretuer pour des raisons où ils ne pourront jamais aboutir finalement à quoi que ce soit, ni en termes de guerre, ni en termes de paix, parce que militairement, c'est une impasse, et diplomatiquement, on voit bien... 2 impasses, militaires et diplomatiques, Elena Voloshin. Donc, Olivier Weber disait qu'ils sont prêts, en tout cas, à passer déjà, à faire que la guerre continue tout l'hiver, donc jusqu'au printemps. Donc là, il y aura peut-être un changement au printemps, parce qu'il y aura eu l'hiver derrière, qu'il y aura eu plus de victimes, parce qu'on a vu le nombre de victimes des 2 côtés est quand même... incroyable. On va arriver à 4 ans de guerre le 24 février prochain. Il n'y a pas d'espoir de fin, d'arrêt de cette guerre, ou au moins moi, je pense qu'il faut aussi avoir quelques modesties dans l'observation de ce conflit, puisqu'en fait, on est surpris depuis le début par la capacité de résistance des Ukrainiens. Quand je dis le on, c'est le on collectif occidental, on va dire. C'est pas, les Ukrainiens savent qu'ils sont déterminés, ils sont en guerre depuis 2014. Mais
on a toujours envie en fait d'aller plus vite que la musique. Voilà, là, bon, il y a un semblant de négociation. Il y a Donald Trump qui fait pression. C'est à 2e round. Il y a Donald Trump qui fait pression sur Volodymyr Zelensky, non pas sur Vladimir Poutine. Je le redis, en fait, Vladimir Poutine est dans une position de force plus que jamais. Il n'a aucune contrainte. Il a un pouvoir de mettre des millions de personnes encore sous le fusil. Ça, c'est pas un problème dans la Russie actuelle, tant que son pouvoir tient en place, tant qu'il n'est pas trahi par son cercle de Siloviki, des services de sécurité qui le soutiennent. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La France estime qu'à plus de 60%, l'économie russe tourne grâce à sa flotte fantôme. Ce sont des navires qui sont dans les eaux internationales, qui font du commerce international sous pavillon étranger. La Russie a un tas de pays amis, que ce soit au sein des BRICS, que ce soit au sein de l'Union eurasiatique, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec d'autres pays d'Asie. Vous êtes en désaccord avec ce qu'a dit Guillaume Ancel il y a un instant. Non, mais ce que je dis simplement, c'est oui, l'économie russe souffre. Vladimir Poutine parlait de 1% de croissance, vs 4% l'année dernière. Des chiffres d'ailleurs qui peuvent être complètement inventés, parce que je ne vois pas dans quelle mesure on pourrait faire avoir... L'inflation, manifestement, pèse sur la croissance. Connaissant le souci de transparence, entre guillemets, c'est ironique de la Russie, on n'a absolument aucune raison de donner crédit à quelques chiffres que ce soit, parce qu'encore une fois, 60% de l'économie est souterraine, d'exportation des hydrocarbures russes. Donc, à ce jour, en fait, oui, il y a une inflation qui explose, oui, il y a une population qui est sous chape de plomb d'une censure et d'une propagande, avec un conformisme, en fait, enfin, qui est une population qui est inexistante, si vous voulez, de la chose politique, de l'envie ou de faire la guerre ou de son absence. C'est pas la question. C'est un pays qui est dirigé par le haut, par la répression, par un certain récit national, et ça fonctionne. Et je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, la Russie peut-être que les oligarques auraient moins intérêt, Elena, à une guerre à un moment donné. Mais en fait, non, ça serait arrivé déjà avant. On a des preuves d'allégeance, on a des gens qui ont renoncé à leur actif gelé, qui sont d'ailleurs toujours pas saisis complètement et utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Donc en fait, on a aujourd'hui une Russie qui n'a subi aucune sorte de pression de qui que ce soit, si ce n'est des Européens qui menacent sans cesse d'envoyer des observateurs et une force militaire si jamais elle violait un potentiel cessez-le-feu. Mais si vous voulez, tout ça avec un Donald Trump à la Maison-Blanche qui n'a de cesse de dire mais ils se font la guerre parce qu'ils se détestent et qui comprend rien aux causes du conflit et qui fait tout le temps pression sur Volodymyr Zelensky et non pas sur Vladimir Poutine, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour les Russes de renoncer à leurs objectifs de guerre. Guillaume Ancel. On a des mémoires de poissons rouges. Vous voyez, on est très impressionné par la frappe de lundi à mardi. J'ai regardé en 2025, il y en a eu plus de 20 de ce type. C'est-à-dire que les Russes sont quotidiens. Ça veut dire qu'ils le font 2 fois par mois. Donc c'est faux de dire que c'était les pires frappes parce que si, depuis le début de l'année 2026. Depuis le début de l'année, depuis début 26, voilà. Depuis un mois. Mais pas ça, depuis le début de la guerre. Ça veut dire que maintenant on va se mettre à la place de Poutine. Comme l'a très bien dit Elena, il n'a pas de marche arrière. D'accord ? Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, il fait un cessez-le-feu temporaire très limité pendant 2 jours pour montrer aux Américains et aux Ukrainiens ce qui pourrait se passer s'ils s'arrêtaient de bombarder. Et Trump a dit que c'était grâce à lui. Bien sûr, de toute façon, ça ne lui coûtait rien de le dire. Mais le jour d'après, il fait un bombardement massif avec plus de 500 vecteurs. D'accord ? Ce qui fait à peu près tous les 15 jours. C'est le rythme de production des industries russes. Et du coup, ce qui montre au monde entier, et en particulier aux Américains et aux Européens, c'est que de toute façon, on ne pourra pas arrêter la machine de guerre russe. Pourquoi ? Parce que les Américains ne veulent pas s'impliquer et que les Européens ont cru qu'ils étaient exemptés de guerre. Et par conséquent, personne ne sait aujourd'hui arrêter ce rouleau compresseur qui avance à une vitesse de fourmi. En 4 ans, les Russes auront conquis 12% du territoire ukrainien. Donc c'est une défaite. Mais en même temps, personne ne sait les arrêter. Emmanuel Macron a affirmé en tout cas hier que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine était en train de se préparer. Je le cite, on l'écoute. On soutient l'Ukraine et sa population pour résister. Ensuite, on prépare les discussions le jour d'après avec le travail de la coalition des volontaires pour les garanties de sécurité. Et dans ce cadre-là, il est important que les Européens, en effet, restaurent leurs propres canaux de discussion. C'est en train de se préparer d'un point de vue technique. Et ce serait utile. Vous pensez que ce serait utile ? Je pense que ce serait utile, mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait disponibilité de la Russie à conclure une paix dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ce serait utile que la France reprenne le dialogue avec Vladimir Poutine ?
Il a déjà Rapidement. évoqué Emmanuel Macron il y a quelques semaines de cela. De toute manière, effectivement, si les Européens, la coalition qui assurera la sécurité du territoire ukrainien devait stationner sur le territoire ukrainien, il faudra le dénégocier et en discuter avec la Russie. Mais comme il dit, c'est l'étape d'après la signature des accords de paix et du cessez-le-feu. Ce ne sera pas demain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une proactivité de la part des Européens à dire on va discuter avec Poutine parce qu'on a plein de choses à se dire en dehors de la question ukrainienne, mais on va en discuter quand la Russie aura signé les accords de paix ou au moins de cessez-le-feu. Ça pourrait être utile, un coup de fil Macron-Poutine. Ouais, pardon, ça me fait rire à chaque fois que j'entends le président Macron, à peu près à 6 mois d'intervalle, dire qu'il va reparler avec Vladimir Poutine, parce que ça dure à peu près jusqu'à la prochaine fois où il va voir où ses conseillers vont lui montrer un sujet de la télé russe qui dit que Brigitte Macron est un homme. Et là, il recommence à taper du poing sur la table en disant mais ce n'est pas possible, les Russes, ils se foutent de nous, etc., etc. Bon, ça arrive régulièrement. Après, moi, je n'en veux pas beaucoup au président Macron de tenir ce genre de propos parce que, il est obligé dans cette position un peu de louvoyer un petit peu entre la position de la force qui est quand même que la France a pris la tête de la défense européenne aujourd'hui avec la coalition des volontaires. Donc il y a une vraie action, une vraie volonté militaire de contrer la Russie, y compris sur son propre terrain, celui de la force. Mais après, voilà, dans le champ diplomatique, c'est vrai qu'il fait régulièrement ce genre de déclarations. Mais malheureusement, il le disait, on n'est pas sûr que les Russes vont vouloir discuter, effectivement. Jusqu'à présent, il n'a pas vraiment réussi, depuis en tout cas l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, à instaurer un quelconque dialogue avec Vladimir Poutine. Tout simplement parce que Vladimir Poutine a zéro considération pour Emmanuel Macron. Mais en plus, aujourd'hui, la France, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Moi, j'ai appelé un de ces jours-ci un délateur assez célèbre à Moscou, très pro-régime, qui m'a dit « Je refuse de vous parler, vous êtes un État terroriste, vous soutenez un régime terroriste ». Donc c'est vous dire le discours. On est devenu l'ennemi numéro un pour la Russie depuis que les États-Unis sont à Donald Trump. 30 secondes, Guillaume Ancel, là-dessus. Eh bien, en général, les militaires sont bouffés par la prudence. Moi, je ne le suis pas. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'un accord de fin de guerre soit trouvé dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Guillaume Ancel, Valéria Formontian, merci beaucoup. Elena Volochine, merci à Olivier Weber aussi qui nous a quittés en cours de route. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.